tous dans l'émission Politique de France Info. On est ensemble comme tous les matins jusqu'à 9h avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Bonjour à Gilles Bornstein et à Guy Birenbaum. Notre invité ce matin est vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, peut-il rester au gouvernement? La réponse d'Édouard Philippe, Premier ministre, hier sur le journal de 20h de France 2, a été catégorique, c'est oui. Je dis oui après avoir parfaitement compris et avoir parfaitement conscience de l'exaspération des Français, de leur émotion, de leur agacement. J'ai parfaitement conscience que des usages ou des comportements passés qui ne sont pas illégaux, mais qui ne sont plus acceptés aujourd'hui, ne peuvent plus être tolérés. Quelle est votre opinion, Florian Philippot? L'inverse. Moi, je pense que M. Ferrand ne peut pas rester au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute qui s'est installé, parce que ce gouvernement a fait campagne sur exactement l'inverse. M. Ferrand en particulier, et je l'ai pratiqué plusieurs fois en débat pour le savoir. C'est vrai, vous avez même débattu ici, c'était assez chaud. C'était chaud, c'était quand même le donneur de leçons le doute, ça suffit. par excellence. Le doute, ça suffit pour... non, enfin, écoutez, au moment et puis où le on doute veut... sur quoi d'ailleurs? Au moment où on souhaite porter une loi dite de moralisation et qu'on commence par démoraliser le pays par ce genre de pratique, je pense qu'il faut en tirer les conséquences et je ne préjuge pas de sa culpabilité, mais se mettre en retrait, quitter le gouvernement, histoire de gérer ses affaires personnelles et puis que le gouvernement puisse avancer sur des choses plus intéressantes. Mais qu'est-ce qui vous a choqué dans l'affaire Ferrand? Tout ce qu'on apprend. Déjà, le fait qu'on apprenne en permanence de nouvelles choses, c'est généralement assez mauvais. Quand il y a comme cela des tiroirs qui s'ouvrent, articles de presse après article de presse, ça nous rappelle d'autres affaires, notamment l'affaire Fillon. Et généralement, c'est assez mauvais. Après, sur le reste, voilà, il y a un peu tout. On apprend qu'il a toujours un contrat avec cette mutuelle. Même quand il est député, on apprend que des lois favorables aux mutuelles sont votées. Il y a l'enrichissement de sa femme. Je ne dis pas que c'est illégal, mais bon, tout cela pose question. Et on ne peut que s'étonner, évidemment, que les parquets, aussi bien de Brest que le parquet national financier, aient, jusqu'ici, en tout cas, refusé d'ouvrir la moindre enquête. Ouvrir une enquête, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Mais je pense que ce ne serait pas, vu les pratiques de ces derniers mois, ce ne serait pas tout à fait anormal que les parquets ouvrent une enquête. Gilles Bornstein. Une députée européenne du Front National, Sophie Montel, qu'on dit politiquement proche de vous, a dénoncé à la justice 18 députés européens qui auraient employé leurs assistants pour autre chose que leur activité au Parlement européen. Alors on sent que c'est pour faire un contre-feu aux accusations dont le Front National est victime. Le problème, c'est que manifestement, ces accusations ont été portées à tort. Écoutez, Philippine Laniès, c'est l'assistante de Marielle de Sarnez, et c'était sur LCI. Moi, j'avais des missions d'assistance, par exemple, de gestion de l'agenda. J'avais aussi des missions qui étaient en étroite collaboration avec mon équipe, avec l'équipe de Marielle de Sarnez à Bruxelles, avec mes collègues, avec qui j'étais en contact plus que quotidien. Donc, qui n'était pas dans mon bureau, mais c'était un travail vraiment d'équipe. Ça pouvait aller, on se relisait les uns les autres sur des notes, sur des explications de vote. Elle-même me faisait passer des choses pour que je les fasse passer à la députée quand elle était à Paris. Est-ce qu'on peut dénoncer n'importe qui sur n'importe quoi pour des impératifs politiques? Sophie Montel a fait un travail de fond extrêmement documenté et a pointé du doigt des cas d'assistants parlementaires avec leurs députés qui sont strictement dans la même situation que ce qui nous a été reproché. Strictement. Pas tout à fait, non. Vous n'en savez strictement rien. Et si vous regardez dans le détail, ce sont... Une différence. Non, il y a une différence. Je veux vous la dire. Sophie Montel elle-même a été mise en cause parce qu'un assistant parlementaire chez elle apparaissait sur l'organigramme du Front National. Et ça a suffi à déclencher une enquête. Ça a suffi d'ailleurs à ce qu'elle soit pénalisée financièrement par une décision, non pas judiciaire, mais une décision administrative du Parlement européen. Philippine par exemple, est assistante en circonscription à Paris. Les vôtres étaient à Bruxelles. Non, vous ne pouvez pas être en même temps au siège du Front et à Bruxelles. L'assistant dont je parle de Sophie Montel, alors il n'est pas du tout... Il est assistant local. Ce qui est intéressant, c'est que quand il s'agit des assistants de ces députés-là, vous prenez leur dire pour argent comptant. Quand il s'agit des nôtres depuis des mois, vous ne voulez même pas écouter les explications. Alors moi, je vais vous dire, maintenant, je ne préjuge pas de la culpabilité. Les cas sont strictement les mêmes. Moi, je pense que ce ne sont pas, d'ailleurs, des pratiques illégales. Mais il faut que la justice fasse son enquête, comme elle l'a fait pour nous, et elle le fera. Vous dénoncez des pratiques dont vous Mais c'est même pas une dénonciation. Dont vous dites vous-même qu'elles ne sont pas illégales. Nous disons que ces personnes sont placées strictement à la même situation. La grosse différence, c'est que ces députés-là appartiennent à des partis pro-Union européenne, européistes. Donc le Parlement européen ne fera jamais le boulot. Jamais. Donc si personne ne le fait, comment fait-on pour mettre fin aux 2 poids 2 mesures et rétablir l'égalité devant la justice? Comment fait-on? Expliquez-moi. Comment peut-on accepter que pour les mêmes faits, un parti politique soit poursuivi par la justice et pour les mêmes faits, d'autres ne le soient pas?
Alors, je veux dire, ça pose un problème démocratique et d'égalité devant la justice. Il me semble qu'il y a une différence. Par exemple, Brice Hortefeux et Yannick Jadot, qui sont mis en cause par Sophie Montel, produisent un document, ce que le Front National n'a pas pu produire, du Parlement européen, qui autorise ces assistants parlementaires, qui sont des assistants à temps partiel, à avoir une autre activité à côté. Et il me semble que le Front National n'a pas accompli cette démarche auprès du Parlement européen, ce qui est une différence, me semble-t-il, assez notoire. Non, monsieur Apathy, à chaque fois que nous avons déposé des contrats au Parlement européen, à l'administration du Parlement européen, elle les a étudiés, elle les a validés. Donc vous avez les mêmes documents? Je veux dire, c'est l'existence même du contrat. On ne les a jamais vus. Si, l'existence même du contrat. Mais on ne les a jamais vus, les documents produits par le Front National. Nous parlons sur rien. Le parquet national financier, et j'espère en interne au niveau de l'Union européenne, l'OLAF, puisque Sophie Montel a en parallèle saisi l'OLAF, feront le boulot, mèneront l'enquête, et nous verrons bien. Et nous verrons à la fin que l'égalité de traitement devant la justice peut-être imposera pour tout le monde que ces pratiques ne sont pas illégales, ou alors pour tout le monde que ces pratiques sont illégales. Si c'est pas le cas, ça sera de la dénonciation calomnieuse. Vous dites on verra bien. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui veut que vous êtes obligé de dénoncer des faits quand vous en avez connaissance. Oui, absolument. C'est pas de la dénonciation calomnieuse. Et d'ailleurs, il faut qu'il soit juste. Ces eurodéputés feraient bien de la jouer profil bas, parce que ce sont les premiers qui ont instrumentalisé l'affaire nous concernant sur des cas tout à fait semblables. Deuxièmement, Madame de Sarnez devrait porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre Corinne Lepage. Parce que Corinne Lepage, dans un livre, je rappelle, a écrit, durant 5 ans, je la cite, durant 5 ans, la secrétaire particulière de François Bayrou a été payée par l'enveloppe d'assistance parlementaire de Marielle de Sarnez sur fonds européens. C'est pas moi qui le dis, c'est Corinne Lepage. Elle n'est pas du Front National. Dans un livre en 2014, curieusement, personne ne s'est jamais soucié de savoir ce qu'il en était. Et pourquoi? Et je crois qu'elle a réitéré ce matin même sur d'autres ondes ces accusations. Pourquoi le parquet national financier n'a jamais, sur la base de ce livre, ouvert la moindre enquête? Et comment se fait-il que M. Bayrou soit ministre de la Justice aujourd'hui? Alors qu'on avait soi-disant fait l'opération Monsieur Propre avant de nommer les ministres. Vous savez, on avait fait ce cinéma de reculer de 24 heures. La nomination des membres du gouvernement, on voit le résultat. Madame de Sarnez, Monsieur Ferrand, Monsieur Bayrou. Peut-être que cette histoire reviendra à la surface, mais en tout cas, effectivement, Sophie Montel risque de subir plusieurs plaintes pour dénonciation calomnieuse. Elle les subira, mais écoutez, elle a fait son boulot. Marine Le Pen va être convoquée par les juges, vous avez des informations là-dessus? À ma connaissance, d'après ce qu'elle dit elle-même, elle n'a pas été reconvoquée. D'accord. Voilà, et en attendant, Richard Ferrand ne démissionnera pas car il a sa conscience pour lui et il n'est pas mis en cause par la justice. C'est lui qui le dit, c'est à l'instant sur France Inter. Il est 8h40, Florian Philippot. On se retrouve dans une minute. L'invité de France Info ce matin, c'est Florian Philippot et la question c'est vous, Jean-Michel Apathy. Florian Philippot, vous êtes toujours favorable bien sûr à la sortie de l'euro. Ça a été le gros problème de la campagne présidentielle. La question divise le Front National. On écoute Gilbert Collard, c'était quelques jours après le second tour. Il convenait que cette question, il valait mieux l'abandonner. On écoute Gilbert Collard. Il ne faut pas prôner la sortie de l'euro parce que l'opinion publique n'en veut pas et qu'on ne peut pas imposer une décision, même par voie de référendum, à un peuple qui n'en veut pas et qui risque de voter non. Voilà, c'était sur la chaîne parlementaire. Donc Gilbert Collard dit par sentiment démocratique, puisque la population n'en veut pas, arrêtons d'en parler. Que lui répondez-vous? Moi, je suis polémique avec personne, mais je ne fais pas de la politique en regardant à un moment ce que pensent les Français dans les sondages, même pas des élections, même pas des référendums, sur un sujet, parce que je pense qu'il y a une cohérence d'ensemble à conserver, et que quand on défend un projet, des convictions, on y croit, voilà, ou on peut avoir d'autres convictions, c'est tout à fait honorable. Mais il y a eu un résultat électoral là. Oui, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de référendum sur l'euro. Mais vous savez... quelques mois avant le référendum sur la Constitution européenne en 2005, le oui était donné à 70%. C'est bien pour ça que je vous parle d'une élection qui a eu lieu. Il y a eu une campagne sur le sujet en question et le non a fini par l'emporter à 55%. Il est démagogue là, Gilbert Collard, quand il dit ça ? Non, je dis pas ça, mais voilà. Deuxièmement, là on n'a pas la même conception, c'est une évidence. Deuxièmement, moi j'ai une question de fond. Soit on conserve effectivement l'euro, c'est la monnaie des banques. Et ça donne le projet Macron, parce que, vous savez, c'est Macron lui-même qui avait dit en janvier dernier, on avait retrouvé ses déclarations, l'euro ne survivra pas dans les 10 ans, à moins que on mette en place une série de mesures pour fédéraliser l'Europe.
Et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire puisqu'il annonce un budget commun de la zone euro. Il annonce également qu'il reprendra toutes les recommandations de la Commission européenne, notamment la loi travail aggravée, qu'il veut faire passer par ordonnance cet été ou cet automne, on ne sait plus très bien. Mais tout cela, il ne faut pas croire. Septembre, voilà, il ne faut pas croire que tout ça vienne de nulle part. Pourquoi il veut mettre en place cette loi travail aggravée? Mais c'est la conséquence, une des contreparties du maintien dans la monnaie unique. Soit on choisit la monnaie de l'emploi, qui n'est d'ailleurs pas une sortie de l'euro, parce que c'est vrai que ce terme peut faire peur, mais je pense que ça c'est juste un terme. Si on a notre monnaie nationale, il n'y a plus d'euros. Donc il y a une coopération entre monnaie nationale. Si, il y a encore un euro, puisque les échanges internationaux se font toujours en euros. C'est ce que j'avais compris au moment de la campagne. Il n'y a même plus d'existence même de l'euro. Je veux dire, si un pays aussi central et important que la France retrouve sa monnaie nationale, alors c'est une dissolution organisée. Vous voulez que la France décide pour tout le monde? La France va décider pour tout le monde. En tout cas, qu'elle puisse décider pour elle-même, ce serait déjà pas mal. Ce qui n'est pas le cas depuis de nombreuses années, parce qu'elle n'a plus sa souveraineté. Est-ce que vous conviendrez que pendant la campagne présidentielle, vous n'avez pas été capable d'expliquer cela? Je pense que la dernière semaine, de l'entre-deux-tours, nous n'avons pas été clairs collectivement sur le sujet. En tout cas, nous n'avons pas su répondre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine? Qui s'est instillé, laissant penser qu'on voulait deux monnaies dans le portefeuille, ce qui n'a jamais été notre programme ni notre ambition. Bien évidemment, mais ça s'est propagé, on n'a pas su répondre. C'est Marine Le Pen qui n'a pas été capable de le faire pendant le débat? Non, c'est collectif. Voilà, mais pourquoi la dernière semaine? Parce qu'on est pris dans le feu des 5 jours de la dernière semaine jusqu'au vendredi soir de campagne et qu'on a plein de choses à faire, plein de sujets à aborder. Parce que de cette dernière semaine, on retient le débat. Mais ce qui est bien, c'est qu'on puisse maintenant mettre les points sur les i. Et moi, je vois c'est-à-dire. Je vous dis, dans la dernière semaine, ce qu'on retient, c'est le débat. Donc c'est elle, Marine Le Pen, qui n'a pas été capable de l'expliquer. Mais non, on a fait tous moult médias. Moi, j'en ai fait aussi, et probablement que j'ai pas été assez clair non plus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une responsabilité collective. On n'a pas été assez clair, Voilà, c'est tout. Bon, c'est ça, on fera mieux maintenant et demain. C'est votre point majeur dans votre programme, et c'est là-dessus que vous n'êtes pas clair. C'est quand même inquiétant. Non, je pense maintenant. Oui, je pense que ce qui a créé un élément de doute, c'est cette idée de double monnaie, etc. Mais bon. Moi, je pense. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi quand Madame Le Pen explique que les autres aussi vont devoir sortir de l'euro. Pourquoi réussirait-on à imposer ça aux autres pays? Non, mais ça, c'est autre chose. Bah non, encore une fois, quand un pays aussi majeur que la France mais ça, c'est ce que vous pensez. Mais non. Si les Allemands et les Italiens décident de garder l'euro, extrêmement au contraire, un pays comme l'Italie, un pays comme les pays d'Europe du Sud de chaque pays, en profitera. Mais vous savez, la question de la souveraineté nationale ne se divise pas. C'est pour ça que... Non, mais la souveraineté nationale, elle ne se divise pas en tranches. Soit on est souverain, on est indépendant et on peut mener des politiques qui sont conformes à l'intérêt national et à l'intérêt de votre peuple, parce que vous maîtrisez vos lois, vos frontières, votre monnaie, votre budget, votre diplomatie, votre armée. Soit vous ne l'êtes pas et vous êtes en permanence sous tutelle, ce que nous sommes aujourd'hui, et ça n'est pas bien dit aux Français. Toutes les lois que nous voyons arriver en France, mais en matière économique comme en matière d'immigration, les lois sur l'asile, etc., sont des conséquences directes de décisions européennes, soit de décisions des traités et des directives, soit de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est une autre institution. Concrètement, M. Philippot, la sortie de l'euro, c'est vous qui voulez, ou est-ce que c'est le Front National, et est-ce qu'on est donc là en face d'un casus belli au final? Le Front National, aujourd'hui, nous avons un projet qui sont les 144 engagements donc de Marine Le Pen. On est toujours dessus, vous n'êtes pas... Mais il est évident que nous défendons la souveraineté nationale, et comme je vous l'explique, la souveraineté nationale, elle est une et indivisible, elle ne se divise pas. On n'est pas à moitié souverain, à moitié libre, on n'est pas à moitié en prison, à moitié dehors. Vous êtes bien exactement sur la même ligne que votre parti, on est Aujourd'hui, d'accord. on est en prison. Non, vous êtes acquis à l'idée qu'il y aura un débat après les législatives au Front National. En tout cas, Marine Le Pen l'a annoncé, et elle a même dit, c'était ici, il y a 10 jours, que si le Front National décidait d'abandonner le projet de sortie de l'euro, il vous appartiendrait à vous, Florian Philippot, d'en tirer les conséquences. On écoute Marine Le Pen. Il exprime une conviction qui est une conviction forte, et après tout, il ira au bout de ses convictions. Mais je ne crois pas du tout il démissionnera, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Il démissionnera? Et si demain, les adhérents du Front National décidaient qu'on doit abandonner cette partie-là, il ne se sentirait plus en accord avec ses convictions. Donc c'est possible. Mais je trouve que c'est tout à son honneur. Donc, elle annonce un débat au Front National. Elle dit, si les adhérents décident d'abandonner la sortie de l'euro, c'est Florian Philippot qui fait ses bagages. C'est un abandon quand même. Là, non, mais ils disent que moi-même, j'ai dit, je ne peux pas lui en vouloir. Et 10 jours avant, sur une autre onde, j'ai dit moi-même, si demain nous devenons un parti européiste fédéraliste, je ne vais pas défendre l'inverse de mes convictions. Enfin, moi, c'est pas du tout ma question, c'est pas ça. Vous écoutez Marine. Non, mais je ne vais pas faire du Bayrou, si vous voulez, à glisser toute une carrière politique
Belgique pour redevenir ministre dans des habits de conviction qui ne sont pas les miens. Quand vous constatez que Marine Le Pen, présidente du Front National, admet l'idée qu'il revient maintenant aux adhérents, c'est ce qu'elle dit là très clairement, de dire oui nous sortirons de l'euro ou non nous ne sortirons pas de l'euro, c'est quand même une évolution chez elle. C'est un débat qu'elle souhaite poser. Elle a tout à fait le droit de poser comme présidente du mouvement, de poser ce débat. Ça veut dire que dans son esprit, je pense d'ailleurs que c'est pas si simple que les 144 propositions dont vous nous parliez il y a quelques minutes. Moi, je pense. D'ailleurs, elle l'a dit. Ces propositions ne valent plus. Elle l'a dit aussi dans cette interview, dans votre interview et dans d'autres un peu plus tard. Elle a dit aussi, je pense que la question, c'est la manière aussi d'expliquer les choses. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Puis ce congrès sur la refondation, il portera sur d'autres sujets. Ne croyez pas qu'on fait pas 50% au second tour parce qu'il y a l'euro. Si on s'enferme dans ce débat-là, on se trompe. Le pense. Oui, moi je pense pas du tout. Moi je pense que quand on est fidèle à ses convictions, déjà on est plus rassembleur, parce qu'on est moins inquiétant. Quand on change de conviction d'un coup, d'un jour, comme cela, en fonction de tel ou tel sondage, je pense qu'on est extrêmement anxiogène et inquiétant. Ça prouve qu'on n'est pas convaincu soi-même. Et deuxièmement, ce qui n'est pas le cas pour le moment, Et deuxièmement, je pense qu'il y a des débats de fond aussi. Pourquoi quand on dit Front National, rien que le terme, c'est le changement de nom du parti. Attendez, rien que le terme, il y a des gens, hop, ils se calment, ils n'écoutent plus ce que vous dites, et il y a un mur qui se met entre vous et ce citoyen parce que vous avez dit Front National. Et c'est un vrai sujet qu'on doit se poser collectivement. C'est à ce point ? Pour quelques Français, oui, c'est encore à ce point. Oui. Ça vous a pénalisé dans C'est moins en moins le cas, c'est vrai. C'est pour ça que nous progressons et que nous avons fait 11 millions de voix, ce qui est un score exceptionnel. 10 millions 7. Comme un cœur. Vous avez raison. Soyons précis. J'étais optimiste. Non. Je nous voyais déjà à 11. Mais j'avais arrondi. Nous avons fait 10 600 000 voix. Et ce qui reste malgré tout le record, et c'est très élevé. Mais c'est vrai que pour certains citoyens français, il y a encore une espèce d'appréhension qui me paraît irrationnelle. Elle est irrationnelle. Mais c'est vrai que nous incarnons le seul mouvement d'espérance et nous serons le seul mouvement d'opposition à Macron. Regardez les Républicains, regardez le désistement systématique des Républicains qu'a annoncé Barouin pour Macron, pour jouer la béquille de Macron. Vous pensez que ça, c'est un parti d'opposition ? Nous, non, on sera le seul vrai parti patriote d'opposition, résolu, énergique, constructif. Mais Florent Philippot, en un mot et pour être clair, si la sortie de l'euro n'est plus dans le programme du Front National, vous restez ou vous partez ? Si demain nous sommes favorables à la monnaie unique et que donc nous deviendrions un parti fédéraliste, parce que tout s'enchaîne ensuite. Tout s'enchaîne. Bien sûr, mais je redis 150 fois ce que j'ai déjà dit. 8h51 sur mais je n'y crois pas une seconde, en même temps je l'ajoute. Voilà. On n'est pas fini, de toute façon on est ensemble jusqu'à 9h. On est avec Florian Philippot sur France Info jusqu'à 9h. Gilles Bornstein pour la question. Alors, pour contrer cette dérive, je sais pas, européiste ou fédéraliste du Front National, est-ce que vous allez vraiment monter votre association Les Patriotes ? D'abord, il n'y a aucune dérive européiste. Nous parlons un peu théoriquement là. Non, on a écouté la présidente du Front National qui dit si les adhérents le décident. Non, c'est la présidente du Front National. Je ne vais pas ouvrir le débat, mais il n'y a aucune dérive européiste au Front National. On est un parti souverainiste qui défend la souveraineté nationale et on est très heureux de l'être. Les Patriotes, ça sert à quoi ? Oui, mais je ne sais pas que je vais la monter. Elle a déjà été montée. C'est une association dans le Front National. C'est un courant ? Non, c'est pas un courant qui vise à justement travailler sur cette refondation, être une boîte à idées, parce qu'elle me paraît moi très utile et très intéressante, très enthousiasmante cette refondation. Il y a beaucoup de monde ? Il y a pas mal de monde, oui. C'est-à-dire ça adhère chaque jour. Vous avez des chiffres ? En nombre d'adhérents, déjà, pas simplement des contacts, près de 1000. D'accord. Près de 1000, voilà. Mais ce sont des gens qui sont soit au Front National, soit qui n'y sont pas. C'est ouvert à tout le monde. C'est là pour être cette boîte à idées, mais totalement dans l'idée qu'il faut qu'on rassemble davantage et qu'on prépare cette victoire de Marine Le Pen. Il n'y a pas suffisamment d'idées au Front National ? Il y a beaucoup d'idées au Front National, mais vous savez, on a déjà créé des collectifs sur l'écologie, sur la santé, sur l'école, etc. Et moi, j'ai été très partie prenante dans cette dynamique des collectifs socio-professionnels. Et je pense que c'est bien qu'on ait une structure qui puisse le faire et qui puisse par ailleurs continuer cette espérance du rassemblement des patriotes, parce que c'est une belle espérance pour notre famille politique. Vous porterez le débat sur le changement de nom du parti, puisque vous nous disiez Front National avant les titres, c'est quelque chose qui bloque. Est-ce qu'il faut changer de nom ? Et alors, est-ce que les patriotes, c'était pas le premier étage de la fusée pour changer de nom ? Mais le nom, ça sera probablement une des questions de ce congrès. Les Patriotes, c'est trop tard maintenant, c'est si je peux dire. Vous pouvez plus l'appeler les Patriotes, le Front National. Mais ça n'est pas l'objectif. Mais de toute façon, le fut. Non. Ça, c'est vous qui le pensez. Non, c'est vous qui l'avez dit il y a longtemps. Non, mais moi c'est un mot que j'aime bien, ça nous définit. On est pour le patriotisme économique, le patriotisme agricole, le patriotisme en matière de gestion de nos frontières et de la politique d'immigration.
On est pour le patriotisme, voilà. Je vois pas très bien comment on peut se définir positivement autrement. Si vous avez créé cette association, d'autres dirigeants du Front National peuvent en créer aussi. Mais pourquoi pas ? Une lutte d'influence. On imagine que Marine Le Pen ne doit pas regarder ça d'un bon oeil. Ça s'additionnera, ça fera du plus, c'est très bien. Vous allez ressembler au Parti Socialiste. Vous savez, il ne faut Socialiste. pas croire que nos électeurs... Vous allez ressembler au Parti Socialiste. Non, je crois que nous avons, nous, des convictions, ce qui est déjà une grosse différence. Mais vous savez, il ne faut pas croire que nos électeurs et nos militants ont peur que ça bouge. Moi, je pense qu'ils sont très heureux que ça bouge. Il n'y aurait rien de pire que d'être figé et de ne jamais bouger. C'est bien de bouger. Ce qui ne veut pas dire que sur le fond, on va remettre en cause nos grandes convictions. Nos grandes convictions, elles sont là. Il n'y a aucune raison de les remettre en cause. Qu'est-ce que vous appelez bouger? Mais ça, faire ce congrès de refondation, ce que Marine Le Pen a appelé la nouvelle force politique dans son discours de second tour, moi, je trouve ça extrêmement positif et enthousiasmant. C'est pas une contestation de l'autorité de Marine Le Pen. D'habitude, le Front National, ça se gère un peu par la tête et il n'y a pas de contestation. Mais c'est pas du tout une contestation, au contraire, c'est là pour aider et consolider. Elle a été heureuse de votre initiative, Marine Le Pen? Mais oui, je le crois. C'est vrai. C'est ce qu'elle dit. Oui, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Est-ce que vous sentez la force ou l'envie un jour de porter pour vous-même ces idées, par exemple lors d'une élection présidentielle? Ah non, moi je suis candidat, je ne sais même pas si on peut en parler du fait des règles de temps de parole, donc je suis candidat dans les élections législatives, on dira pas. C'est gentil. Voilà, vous n'avez pas d'ennui de temps de parole, c'est compliqué. Voilà, donc je vise à être député de la nation et pour contrer notamment le système Macron. Donc notre seul adversaire, c'est le système Macron, qui est une vraie opposition à l'Assemblée nationale, qu'on puisse écarter la hausse de la CSG qu'il a dans les cartons, qui va frapper notamment les familles, les retraités, qu'on puisse écarter cette loi travail, qu'on puisse écarter la discrimination positive qu'il porte, l'arrivée massive de migrants qu'il porte également. Voilà, où le budget commun de la zone euro, c'est son projet. Et nous, on a un projet alternatif qui est tout à fait différent. Dans cette campagne des législatives, une polémique oppose actuellement Jean-Luc Mélenchon à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Jean-Luc Mélenchon, à Montreuil, il y a quelques jours, a qualifié Bernard Cazeneuve, je le cite, de gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse et invité des 4 vérités sur France 2. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. On l'écoute. Je ne souhaite pas cette polémique, je ne l'ai pas voulu, ce n'était pas mon sujet. Mais si Bernard Cazeneuve veut faire un procès en diffamation, eh bien qu'il le fasse. Alors peut-être que ce sera l'occasion que l'on mette à plat les circonstances dans lesquelles le jeune Rémi Fraisse est mort. Entre Bernard Cazeneuve et Jean-Luc Mélenchon, lequel vous paraît dire quelque chose qui correspond à ce que vous pensez ? Objectivement, rien. Enfin, leur petite affaire personnelle ne m'intéresse pas. Voilà. Je pense que la politique a pris trop l'habitude de se faire devant les tribunaux. Je rappelle que moi, Matthias Fekl, qui je crois fut ministre de l'Intérieur, on l'a déjà oublié, mais il fut quelques mois ministre de l'Intérieur, a porté plainte contre moi parce que j'avais parlé de police politique. Vous voyez, enfin, on arrive, là, on est dans la contestation du débat normal. Il ne fallait pas porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Les termes de organiser l'assassinat. Vous voyez, ça mène à ce genre de débat qui nous occupe et finalement pas très intéressant. La plainte de Cazeneuve contre Mélenchon, ça se réglera. À l'origine du débat, je ne sais pas qui sera condamné. À l'origine du débat, il y avait le reproche par Bernard Cazeneuve à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir été assez clair dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Mais c'est-à-dire que on avait compris, on a bien compris que pendant l'entre-deux-tours, il y avait un seul choix possible, c'était Macron. Il fallait se déterminer. On avait le droit d'avoir une consigne de vote, comme on dit, uniquement si c'était Macron. Sinon, on était excommunié par le système. Ça, on l'a bien compris. Mélenchon a résisté un tout petit peu. Il a refusé d'appeler à voter Macron. Écoutez, ce qui n'a pas été le choix de ses lieutenants et ce qui peut-être sera payé dans les urnes par la France insoumise aux législatives, parce que beaucoup de ses lieutenants ont appelé à voter Macron et donc seront co-responsables de la politique antisociale et très brutale de M. Macron. L'excommunication n'est pas aussi sévère que vous semblez. Un petit peu quand même. Je crois que Nicolas Dupont-Aignan en a fait les frais et c'était assez violent. Merci Florian Philippot d'avoir accepté l'invitation de France Info.